à son casque. C'est bon? Ok, donc je crois que depuis ce matin, on a déjà eu pas mal de recommandations sur la gestion des ressources. Ok. Sur la gestion des ressources critiques d'Internet. On a eu une session sur l'Internet pour le développement et donc la troisième session que nous allons avoir et la dernière de cet après-midi est intitulée L'accès et la diversité. Pour parler de tout cela, j'ai donc sur le panel trois éminents, mais bien sûr, Bernard, éminents initiés Internet, comme on a appelé ça ce matin. Euh, oui. Ah, d'accord. Donc, trois initiés Internet. Daniel Pimienta, juste à côté de moi. Je pense que beaucoup d'entre vous ont eu à utiliser sur certaines des listes la traduction par Funredes. C'est lui le coupable. Donc si ça marche mal, c'est très bien. Si ça marche pas mal, pas trop bien, voilà, c'est sa faute. Vous pouvez lui dire aujourd'hui. Hein, je ne vais pas lire toutes les biographies. Et ensuite, donc à côté, j'ai Bernard Benamou, que probablement beaucoup d'entre vous ont vu, et qui est délégué aux usages de l'Internet auprès du ministère chargé de l'économie numérique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France. Initié de l'Internet depuis les premiers jours et les premières heures. Et puis, donc, j'ai François Pellegrini, François qui est professeur, maître de conférence à... j'aime pas l'acronyme, alors... Ah bon, d'accord. Ah bah voilà, bah c'est plus simple, il est à l'université de Bordeaux. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Daniel pour commencer. Ok. Comme on a fait tous un repas extrêmement copieux, je vais essayer de vous maintenir réveillé avec un rythme accéléré de transparent, mais en plus je me rends compte que le format, la taille de l'écran est beaucoup trop petit pour cette taille, donc certains vont être difficiles à lire. Je passe vite sur Funredes, je me présente, et je suis aussi du comité exécutif de Maya, le réseau mondial pour la diversité linguistique. Vous me connaissez certainement pour les travaux qu'on a fait sur la présence des langues dans l'Internet. Là, il y a un tableau que vous ne pouvez pas lire, qui est une tentative de montrer l'histoire de l'Internet à travers le thème linguistique. Le premier, c'est la préhistoire entre 70 et 80, quand l'Internet était simplement dans le monde industriel, il ne s'appelait pas l'Internet d'ailleurs. Il était chez Bull, il était chez IBM, il y avait Pouzin à l'INRIA qui faisait Cyclade, il y avait moins de 50 000 utilisateurs, et c'était les compagnies informatiques, IBM, Bull, etc., qui travaillaient sur les réseaux. Et en même temps, il y avait ARPANET aux États-Unis. Entre 80 et 90, ça a été la genèse de l'Internet dans le monde de la recherche, avec les réseaux BitNet, les réseaux UCP, et la naissance du PC comme outil d'interface. Avant, c'était les gros ordinateurs. Il y avait du côté français l'école des mines qui était très active, Montpellier qui avait Fermop. La culture du réseau se faisait. En même temps, on arrivait à peine à avoir 2 millions d'utilisateurs pendant que le Minitel en France avait 9 millions d'utilisateurs. Une occasion ratée pour la France en 90 qui était celle de passer le Minitel vers l'Internet. Entre 90 et 95, c'est la naissance du web, convergence des réseaux vers le TCP/IP, et on est toujours avec l'ASCII, la naissance de MIME qui permet enfin d'avoir des accents sur les lettres, Unicode qui commence à arriver, l'anglais est sur le web à 80%. On passe de 2 millions à 15 millions d'utilisateurs. Entre 1995 et 2005, c'est le web 1.0, le web grand public. C'est l'époque de Alta Vista, on ne connaissait pas Google, mais Alta Vista marchait très très bien, je ne sais pas pourquoi il est mort. Multiplication des moteurs et des applications, un déclin relatif de l'anglais qui passait à 50%, bien que la désinformation régnait et on continuait à parler de 80% d'anglais. La présence des langues occidentales, le français, surtout grâce au Québec, la Suisse, la Belgique, puis plus tard grâce à la France, et on arrive aux millions d'utilisateurs à la fin de la période 2005. Aux milliards d'utilisateurs. 2005-2010, le web de zéro, le web devient un média de masse.
Les gros monopoles se font avec Google, le mobile apparaît, le vidéo devient de plus en plus important, l'anglais passe à 30%, et on passe de 1 milliard à 2 milliards. Les langues asiatiques commencent à prendre du poids, l'arabe commence à exister, et il y a une centaine de langues qui sont localisées. 2010-2015, c'est la transformation que l'on vit en ce moment. On commence à découvrir que la vraie frontière de l'Internet, on disait l'Internet n'a pas de frontière, ben oui, il y a une frontière dans l'Internet, c'est la langue. Et une frontière très difficile à franchir bien souvent. Les bibliothèques numériques, les contenus non textuels prennent de plus en plus d'importance. L'anglais devient asymptotique à 25%. Les moteurs ont leurs index de plus en plus réduits et pas tout le monde ne se rend compte. Et c'est un des points auquel je vais insister. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, Google indexe moins de 5% de la surface du web. Et ça veut dire qu'il délaisse un tas de langues. Ça veut dire qu'il indexe surtout l'anglais et beaucoup moins les autres langues. La traduction automatique prend du poids et on s'achemine vers les 3 milliards d'utilisateurs. 2015-2030, l'Internet du futur, Internet des objets, des écrans partout, la voix remplace l'écran. La traduction automatique s'impose. Ça se fait, mais ce sont mes prévisions. On va peut-être un jour avoir des moteurs 2.0, en tout cas je l'espère, parce que Google est en train de bloquer complètement le thème des moteurs de recherche. Bibliothèque 2.0, on peut espérer avoir 1000 langues localisées, et le multilinguisme devient un thème extrêmement important, parce que la vraie frontière de l'Internet, c'est la langue et qu'il faut la franchir. 75% de la population mondiale sera probablement connectée d'ici 2030. Certains pensent même à 100%. Ces chiffres, vous ne pouvez pas les lire, mais vous les connaissez. C'est les chiffres qu'a fabriqué Fundredes et l'Union latine pendant des années, qui montrent la présence du français en 2005 par rapport aux autres langues, anglais, espagnol, etc. Puis la présence du français en 2008. Puis quelques chiffres sur le français en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, etc. Et comment ça évolue. Je passe dessus, mais ça c'est beaucoup plus important. Un point sur lequel j'insiste chaque fois, la fracture numérique qui est traitée en termes d'accès est beaucoup plus profonde en termes de contenu qu'en termes d'accès. Ça veut dire quoi? Prenons le cas de l'Afrique, un peu moins de 5% des utilisateurs d'Internet en 2010, mais elle n'a que 0,6% des pages web en anglais, 0,6% des pages web en français, donc 10 fois moins en pourcentage, et les langues locales africaines représentent entre 0,06 et 0,006% du total des pages web. Ça veut dire que la fracture de contenu est 10, 100 ou 1000 fois plus grande que la fracture d'accès. Quelques chiffres sur le français dans l'Internet aujourd'hui. Entre 4,5 et 5%, ce sont des chiffres de 2008. Troisième position dans Wikipédia, ça c'est quelque chose de très satisfaisant, derrière l'anglais et l'espagnol. Troisième langue dans Facebook, entre 6 et 7% du trafic. Une question que vous avez certainement à me poser, mais je la devance, pourquoi tant de chiffres du passé? Pourquoi je vous donne des chiffres de 2007, 2008 et pas des chiffres de 2012? Parce qu'on est dans un paradoxe incroyable. Au moment où on dit que l'Internet est pour tout le monde, au moment où on se rend compte que les indicateurs sont dans l'âge de pierre et qu'on n'est plus capable depuis 2007-2008 de produire des chiffres sur la place des langues dans l'Internet. Quelque chose pour vous donner une idée quand même des langues par rapport à l'Internet. Google travaille avec 45 langues. Wikipédia existe dans 265 langues et chapeau Wikipédia. C'est de loin le grand champion. Seulement 500 langues sont localisées. Il existe entre 6 000 et 9 000 langues en vie aujourd'hui. Il y en a une qui disparaît tous les 2 mois sur les 40 000 qui ont existé au début. Donc l'Internet est très loin de couvrir l'espace linguistique comme il devrait. L'anglais dans l'Internet est devenu une langue plus importante que les autres, mais pas du tout dominante. Aujourd'hui, on parle de 25% d'utilisateurs et probablement de 25% des contenus, mais Google nous donne l'apparence de beaucoup plus, parce que Google indexe surtout l'anglais. Alors le paradoxe est celui-là. Il y a un intérêt croissant depuis les années 2007-2008 sur le thème des indicateurs des langues dans l'Internet. Même le Forum de gouvernement d'Internet s'en préoccupe, l'UIT s'en préoccupe, mais la capacité justement a commencé à diminuer. Aujourd'hui où l'intérêt est grand, il n'y a plus de capacité pour mesurer. Pourquoi ? Quels sont les obstacles? Il y a 2 obstacles. Un, la taille du web. Le web est devenu infini. Plus personne n'est capable de donner un chiffre sur la taille du web. Et deuxièmement, l'index des moteurs qui est devenu, lui, par contre, ratatiné. Ces 2 faits font qu'il est devenu pratiquement impossible de calculer la place des langues dans l'Internet aujourd'hui sans développer de grosses recherches. Les méthodes qu'utilisaient Fundredes et l'Union latine étaient basées sur les moteurs de recherche. D'autres utilisent des moteurs sur les algorithmes de reconnaissance des langues, mais cela réclame de faire une exploration du web, un crawling. Aujourd'hui, plus personne n'est capable de crawler l'ensemble du web. Donc on n'est plus capable de donner des chiffres sérieux sur la place des langues.
En réponse à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai perdu le contrôle de mon écran. Un projet qui s'appelle DILINET, pour diversité linguistique dans l'Internet, est né il y a quelques années, qui est aujourd'hui en étude de faisabilité, avec le soutien de l'UNESCO, l'Union latine et l'OIF. Ce projet se rend compte que pour débloquer les problèmes de la taille du web et du crawling, et aussi pour aller plus loin que mesurer simplement le nombre de pages web, essayer de comprendre les langues dans la vidéo, les langues dans l'audio, les langues dans le web 2.0, il faut faire des recherches assez approfondies, il faut des gros budgets. Pour faire ça, le programme qui s'y prête le mieux, c'est le programme de framework de l'Union européenne, le PC7 de l'Union européenne, dans sa partie TIC. On a donc monté un gros consortium avec des poids lourds, l'ERSIM, le CNRS, Dialogic, Exalid pour le moteur de recherche, Fraunhofer en Allemagne, pour monter un projet capable d'aller plus loin, enfin on peut lire un peu, dépasser les limites de l'exploration, dépasser les limites du HTML visible et dépasser les limites de l'indicateur de base. Ce qui serait intéressant, ce n'est pas de savoir combien de pages web dans telle langue, c'est comment l'utilisateur navigue dans les pages et dans quelle langue. Et pour faire cela, il faudrait aller un petit peu espionner son comportement au niveau du terminal. Donc ce projet a essayé de toucher un peu tout ça, avec des algorithmes, des infrastructures. Et l'histoire de ce projet, c'est qu'il a démarré en 2010 comme concept. En 2012, on a remis un gros projet de 6,5 millions d'euros dans un appel gestion intelligente des données. On n'a malheureusement pas été retenu, mais la partie est relancée grâce à l'appui de l'OIF. Et on espère en janvier 2013 passer un nouveau projet peut-être plus gagnant sur le thème d'analyse des contenus et technologies des langues. Alors, j'imagine que je suis près de mes 15 minutes. J'arrive à mes recommandations. Le thème de la limite de Google, aujourd'hui faire de la recherche sur l'Internet avec Google, c'est être revenu au Moyen-Âge. Google nous cache la réalité du web en réalité. Et Google est beaucoup plus intéressé à faire de la vente de publicité qu'autre chose. Moi, ma conviction, c'est que le modèle russe, le modèle chinois, il faut le répliquer. Il faut que chaque langue ait son propre moteur de recherche qui indexe les contenus correspondants. On ne peut plus compter sur Google pour indexer le français et beaucoup moins les langues locales en Afrique. Donc ma recommandation n'est pas que la francophonie se charge de la création d'un moteur, c'est peut-être pas son rôle, mais qu'elle crée les conditions pour la création d'un moteur de recherche de la francophonie qui serait français et langue partenaire. En passant, je vous signale que ce que personne ne connaît apparemment, il existe un excellent moteur de recherche pour le français et en français, qui est aujourd'hui dans les mains de Dassault Systèmes, qui s'appelle Exalid, qui n'a pas l'intention de faire du marché grand public son marché. N'empêche que, si vous voulez chercher en français, vous avez plus de chances de trouver des résultats sur Exalid que sur Google. Il faudrait aussi développer un discours, ça c'est la société civile, articulé et diffusé sur les dérives de Google comme moteur de recherche. Il y a d'autres dérives dont on pourrait parler, mais là je parle simplement des moteurs de recherche. Google, j'étais il y a une quinzaine de jours à Varsovie pour une réunion Union européenne pour ces projets FP7. J'ai parlé avec un des responsables hauts fonctionnaires et quand je lui ai dit que Google indexait que 5% du web, il a ouvert des yeux comme ça. Il m'a dit « mais d'où vous sortez ce chiffre ?» J'ignorais. Donc c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faudrait un petit peu à faire savoir au grand public. Enfin, il faut continuer à amplifier, à former des utilisateurs de la francophonie qui soient des producteurs de contenu, là je rejoins ce qui a été dit auparavant, pas seulement des consommateurs, et on vient au thème de l'alphabétisation numérique et informationnelle. Des références, si le thème vous intéresse, vous ne pouvez pas les lire, mais vous me les demandez. Il y a un livre très joli qui est sorti il y a moins de 2 mois, qui s'appelle Netlang, réussir le cyberespace multilingue, et d'autres études qui ont été faites autour de ce thème. N'hésitez pas à me demander les références. Voilà, merci. Merci infiniment, Daniel. Je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit. Je pense que je vais retenir pour l'essentiel l'implication de la francophonie et de nous tous d'ailleurs dans tout ce qui peut être développement d'un moteur de recherche autour de justement du français et des langues affiliées. Parce que je suis absolument d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit sur Google. Je ne vais pas être trop rigide sur le temps parce que c'est notre dernière... Ah, l'avant-dernière, il y en a une autre après. Ah, pardon, je pensais que c'était... Ah bon, d'accord. Ah oui, bon, ben, pardon. Ah oui, il y a la sécu. D'accord, bon. Allez, Bernard, je suis désolée, hein, je voulais vous laisser un peu plus de temps, mais bon. Allez, 10 minutes. 10 minutes et 10 minutes aussi.
François, et puis après on va... Ce serait bien... Ah bon, 15? Allez, c'est vrai? Sur 15? Bon, d'accord, je te laisserai 15 alors. Allez, on y va. Bernard? Ah, bon. Ah ouais, mais c'est fait exprès, c'est du libre. Donc, face à l'ampleur de la tâche qui m'a été confiée, et sachant qu'on m'a demandé juste de faire des recommandations, c'est-à-dire de sortir la baguette magique et de dire tout ce que je voudrais pour Noël, j'ai collationné ces quelques transparents, qui sont des idées, j'allais dire, mises pêle-mêle. On est tout à fait d'accord que la révolution numérique a un impact essentiel. Le point important qu'il faut comprendre, c'est que dès le moment où on numérise, on rentre dans un monde où le coût de copie est nul. On a des biens qui sont non rivaux, et donc ça change et potentiellement donc tous les modèles économiques qu'on peut avoir derrière sur la distribution. C'est-à-dire que dès le moment où le développement d'un bien a été financé, on peut le distribuer gratuitement au plus grand nombre, en des millions, voire des milliards d'exemplaires. On a un effet qui est considérablement amplifié, qui s'appelle l'effet de réseau, qui est que la valeur d'un produit augmente avec le nombre de personnes qui l'utilisent. S'il n'y a que 2 personnes au monde qui ont le téléphone, vous n'avez aucun intérêt à avoir le téléphone parce que vous ne les connaissez pas. S'il commence à y avoir 1 milliard de personnes sur Facebook, eh ben, vous allez aller sur Facebook et pas sur un autre réseau parce que c'est là où sont 80% de vos connaissances. On travaille aussi donc avec un bien immatériel qui s'appelle le logiciel, qui est un statut unique dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est finalement le premier outil mécanisé qui soit une extension de l'esprit de l'homme plutôt que de sa main. C'est-à-dire que dans la révolution industrielle, on utilisait des machines pour suppléer la force humaine, pour créer des machines encore plus grosses qui servaient à faire encore plus de machines. Avec le logiciel, on utilise des logiciels pour traiter l'information plus rapidement que l'esprit humain, et grâce à ça, on échange plus rapidement de l'information, qui nous fait encore plus de logiciels, qui nous permet d'aller encore plus vite. Et donc on est dans un monde qui, comme du temps de la mécanisation, on a eu de plus en plus de machines, là on arrive dans un monde où on est de plus en plus entouré de logiciels et on délègue du traitement informationnel à de plus en plus d'entités logicielles. On est face à Internet, je ne ferai l'affront à personne ici d'expliquer ce que c'est, mais clairement il y a une notion qui est très importante, c'est son unicité, le fait que c'est un bien commun, et donc c'est un vecteur profond de transformation grâce à sa stupidité. Alors je vais faire frémir les ingénieurs ici qui s'occupent jour après jour de le faire fonctionner. Mais l'avantage d'Internet, c'est qu'effectivement, à la différence d'un central téléphonique, du réseau téléphonique dédié, le réseau est stupide, c'est juste des tuyaux, l'intelligence est au bord, et on peut avoir une innovation déconcentrée, déployer grâce au coût de copie nul des nouveaux services dès le moment où ils sont disponibles. Pensez à Skype, comment le déploiement de Skype s'est fait et a mis à mal tout le modèle économique des anciens téléphonistes en quelques mois. Il y a effectivement une réhorizontalisation par rapport au modèle de l'imprimerie où on a une mise en relation directe du producteur et du consommateur. On se retrouve maintenant sur le net avec une majorité de contenus autoproduits par des gens qui n'ont pas nécessairement des intérêts financiers. Donc effectivement, c'est une remise en cause du droit d'auteur qui est actuelle, on peut s'en rendre compte avec les résistances des éditeurs du siècle précédent. Et puis, néanmoins, malheureusement, je dirais, alors que je vous ai décrit jusqu'à présent un monde de bisounours complètement horizontalisé, ce fameux effet de réseau va recréer des points chauds, c'est ce dont Daniel a parlé. Les moteurs de recherche deviennent des points de concentration et donc deviennent des points qui sont fragiles, risqués, et surtout qui détruisent la diversité. Les réseaux sociaux, il y a cet effet d'agrégation où on détruit aussi la diversité. Donc il faut faire très attention parce qu'à la fois on a un outil qui est magnifique en termes de non-centralisation, et d'un autre côté, de par nos usages, on est assez tenté de se recentraliser, de se refocaliser sur quelques points chauds au détriment de la diversité. Dernier dada dont je veux vous parler un peu théorique, c'est la notion d'innovation libre. Maintenant, on vous parle d'innovation ouverte assez souvent, c'est le nouveau truc à la mode dans les industries, qui est en fait un moyen pour les entreprises d'externaliser une partie de leur effort de R&D autour de quelques personnes qui deviennent des clients privilégiés, mais ça ne change pas notablement la gouvernance des projets, c'est-à-dire qu'il y a quand même un pilotage entrepreneurial de certains projets.
Alors que l'innovation libre va être justement un changement de paradigme. Il y a un point réel, quel que soit le modèle, hein, innovation ouverte ou libre, c'est qu'on se trouve face à des briques matérielles et logicielles, que pour ma part je souhaite libres, qui vont abaisser le coût de mise en œuvre des technologies, qui vont raccourcir les cycles de développement, et finalement vont permettre aux acteurs, à ces nouvelles entreprises, mais aux anciennes également, d'allouer finalement plus de ressources à la création de valeur ajoutée, parce qu'elles n'ont pas besoin de renégocier des coûts sur la mise à disposition de technologies existantes. Et donc, ce qu'on voit et ce qu'on cherche nous à privilégier au sein de l'association Akinétique en Aquitaine, c'est effectivement de privilégier une association intime des concepteurs et des usagers au sein de communautés de co-conception. Et donc on voit que certains membres vont s'inscrire dans une démarche professionnelle, ils vont vouloir faire de leur fun un modèle économique qui leur permettra de vivre à temps plein. D'autres resteront des amateurs, le revendiquent, mais veulent contribuer au projet en bénéficiant en retour d'informations de meilleure qualité, plus rapides, et donc avoir une relation privilégiée avec les développeurs. Donc effectivement, pour moi c'est un point important du point de vue économique, hein, dans la transformation industrielle, parce que la production de masse est soumise à une concurrence très importante, et que justement l'intérêt c'est de pouvoir adapter les produits à des marchés de niche qui étaient jusqu'alors totalement inaccessibles aux entreprises traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'elles ne répondaient pas aux besoins des communautés. Ce qui est important, c'est de localiser. Et si vous localisez les produits, vous rendez leur réalisation non délocalisable. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la fabrication du produit, puisque c'est des produits génériques sur l'étagère, c'est la localisation et le travail d'adaptation à un besoin particulier, avec un partage de la gouvernance du projet. Et finalement, il y avait deux termes qui existaient jusqu'à présent, c'était le techno-push qu'on opposait au market pool. Le techno-push, c'était de dire ouais, j'ai une techno, je la mets sur le marché, puis on verra bien ce qui se passe, ce qui est globalement le moyen d'arriver en situation d'échec industriel. Il y a plein d'exemples dans l'industrie européenne et française de ça, où on finance une techno en se disant ouais, ça va, c'est bien, c'est génial, et puis ça n'a pas trouvé son marché. Il y avait le market pool, qui est l'idée de dire c'est du marché qu'on va... c'est le marché qui va tirer les applications. Moi je dis non, c'est du market push, c'est le marché qui maintenant, si les technologies sont très peu chères, va pouvoir se les accaparer et créer ses propres outils, forger ses outils adaptés à son besoin, pour éventuellement les transplanter ailleurs. Donc quelques truismes, juste pour raconter des choses, enfoncer des portes ouvertes, mais j'adore ça parce que ça fait moins mal. C'est celui qui contrôle les tuyaux, contrôle les contenus. Ça c'est une évidence, mais il faut la rappeler, et ça concerne toutes les couches du réseau. On en a parlé ce matin un peu des différentes couches. Il y a la question de l'infrastructure, hein, la fibre noire, la question des opérateurs, et des services qu'on construit au-dessus. Et donc, autre point par rapport à la diversité, c'est qu'il y a de consommateurs que s'il y a des producteurs et vice-versa, il faut qu'ils se rencontrent, et donc il faut créer des écosystèmes qui soient auto-entretenables, pour utiliser cet affreux néologisme, mais finalement ça dit ce que ça veut dire. Alors éventuellement il y a une aide à l'amorçage, éventuellement dans certains domaines, on parle de l'exception culturelle à la française, on peut vouloir subventionner après année un secteur, même s'il n'est pas en interne rentable, pour pouvoir justement maintenir quelque chose qui semble important au bonheur. On parlait de l'indicateur de bonheur ce matin également de la société. Mais pour tout ça, indépendamment du modèle économique, il y a la nécessité d'un accès fluide aux outils et aux œuvres, avec des moyens de valoriser les contenus autoproduits, puisque quand on le voit dans le cadre de ces diversités linguistiques, on va adresser des marchés de niche, donc clairement c'est les gens qui vont devoir faire les ressources eux-mêmes. Il n'y aura pas de l'extérieur la big company qui décidera de faire un film en Moldave des hauts plateaux. Ça n'y arrivera pas. Ça va être très souvent des initiatives locales qu'il s'agira de favoriser. On en a parlé, Daniel a fait une présentation magistrale là-dessus. Donc clairement, Internet est encore majoritairement un lieu de l'écrit, alors que le 3e milliard dont on a parlé sera plus faiblement lettré et connecté de façon mobile. Donc il y a un problème de l'accès au réseau par rapport à l'électricité, à la porteuse, c'est-à-dire au signal. Hein, trouver le signal dans des régions qui peuvent être extrêmement éloignées de centres urbains. Et puis après, le problème de l'accès à l'information, sachant qu'il peut exister des ressources mais non disponibles dans la langue de l'usager, et un usage non textuel des moteurs de recherche. Alors bon, tout le monde connaît maintenant Siri, mais Siri c'est un point de concentration. C'est offloadé sur des serveurs qui appartiennent à Apple, et ça pose la question de comment on fait, comment on indexe. Est-ce que le public pourrait se saisir et créer ses propres Siri?
La neutralité du net est un aspect important par rapport à tout ça, puisque qui contrôle les tuyaux contrôle le contenu. Donc la neutralité du net, c'est pouvoir bénéficier de l'ensemble des potentialités d'Internet une fois qu'on y a accès. Donc une définition qui circule, qui est assez intéressante, ça s'appelle le fonctionnement normal du réseau. C'est-à-dire que personne n'essaye de freiner le fait dont le réseau techniquement fonctionne. Donc dans ces trois couches, les infrastructures, les opérateurs et les services, sans discrimination sur la provenance, la destination, le service ou le contenu. Et on verra qu'on en est loin justement par rapport au public qu'on cherche à cibler en termes de diversité. Donc on entend beaucoup parler dans ces instances internationales de la question de la transparence, qui est en fait un faux-nez extrêmement dangereux qu'il va falloir combattre, parce que la neutralité du net, c'est ce qui va garantir effectivement que les usagers vont pouvoir disposer d'un accès exempt de tout bridage, qui soit donc utilisé majoritairement à des fins anticoncurrentielles. Il y a aussi des fins antidémocratiques, mais celle-là, j'en parle pas. Alors que la transparence, elle obligerait juste les fournisseurs d'accès à dire aux usagers que oui, ils les brident, mais voilà quels sont les bridages, et si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller ailleurs. Alors, dans le grand mirage de la théorie libérale, ça pousserait les opérateurs à offrir les meilleurs services parce que les usagers diraient si c'est filtré, je vais ailleurs. Sauf que comme les opérateurs sont en situation d'entente, de toute façon, les usagers ont très peu de choix et donc seront filtrés. De toute manière, ceux qui veulent la transparence en prétendant que comme ça ils peuvent atteindre la neutralité, c'est qu'ils ne veulent pas de la neutralité parce que sinon il suffirait de demander la neutralité. Et nous demandons la neutralité. Donc maintenant mes recommandations, ma petite liste de Noël. Alors vous notez comme ça parce que décembre c'est bientôt. Alors d'abord effectivement le législateur va devoir accomplir un certain nombre de tâches délicates. On en a déjà parlé ce matin, le droit à l'accès à l'internet, c'est clair, parce qu'il est complémentaire du droit à la liberté d'expression. Alors le problème c'est que la liberté d'expression on en parle, mais la liberté d'expression c'est la liberté de parler dans le vide. Parce que si votre réseau n'est pas neutre, vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, ça n'atteindra pas le reste du monde. C'est la différence entre la dictature et la démocratie, entre ferme ta gueule et cause toujours. Là, justement, le but, c'est cause toujours, mais qu'on puisse effectivement faire écouter quand quelqu'un parle. Donc ça, c'est la neutralité qui a le versant complémentaire donc, du droit d'accès à l'Internet et de la neutralité, qui doit donc être garantie de façon positive et non indirectement par des biais totalement falsifiables. Donc ça suppose aussi, ça peut être douloureux en particulier dans certains pays du Nord, parce qu'il est nécessaire d'avoir une séparation verticale de type législation antitrust entre les prestataires qui interviennent sur les trois couches. En particulier, on a vu des effets ou des FAI qui ont acquis des services de gestion de contenu. De façon bizarre, il y a des problèmes de débit sur le concurrent. Or là, c'est totalement inacceptable du point de vue de la libre concurrence et de l'accès à l'information. C'est pas parce qu'on est chez un opérateur qu'on n'aura pas le droit d'avoir accès à certains contenus. Ça pose la question justement du peering aussi, entre le réseau de machin, le réseau de bidule. J'en parlerai ensuite. Donc l'interopérabilité devient une question centrale, parce qu'effectivement l'interopérabilité, c'est la capacité de pouvoir faire migrer les données d'une application à l'autre. Or maintenant, on se trouve dans un modèle software as a service. Et donc, il existait en Europe la directive 91-250 qui donnait le droit à l'interopérabilité en faisant la rétro-ingénierie des logiciels. Mais là, on n'a plus les logiciels sous la main parce qu'ils sont chez les prestataires. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir le droit d'accès à ces données. Il y a eu des affaires avec Facebook en ce moment, il y a des procès en cours. Parce qu'on doit pouvoir, puisque nos données sont à nous, qu'on en est l'auteur, pouvoir les récupérer quand on les place dans des plateformes de type software as a service. Et il faut que ces données soient rendues sur des formats structurés, c'est-à-dire qu'on a injecté de l'information structurée, il ne faut pas qu'on récupère des caractères bruts, il faut qu'on récupère une information de niveau structuré sous un format ouvert. Il faut lutter contre les dispositions contraires à l'innovation, on en a parlé un peu ce matin, tous les traités à la ACTA, tels que CETA, le TPP transpacifique, ça concerne un certain nombre de pays. Clairement, on a pu lutter de façon efficace au niveau européen, faisons pareil au niveau mondial pour que s'arrête cette inanité. La question des brevets logiciels, vous le savez, ça fait longtemps que je suis dessus, mais heureusement, même aux États-Unis, j'allais dire, ils commencent à se rendre compte que c'est complètement pourri ce truc, mais néanmoins, il y a des partenariats qui sont signés, des partenariats bilatéraux qui sont signés entre le département états-unien du commerce et d'autres nations pour reconnaître les brevets logiciels, donc il faut arrêter de signer ce genre de choses. Il faut encourager le passage à IPv6. Alors moi, je ne dis pas ça pour des questions techniques de raréfaction, je dis ça simplement parce que, puisque la majorité des gens se connectent de façon mobile, si vous ne donnez pas une adresse IP au téléphone mobile, vous n'avez pas accès à Internet. Et les gens ne peuvent pas déployer leurs services sur leurs équipements.
Tout ce que les gens proposent, c'est justement un accès bridé. Quand on vous vend l'accès 3G à Internet, c'est faux, vous n'avez pas d'adresse IP. Vous êtes juste sur un réseau privé qui vous natte sur Internet et vous n'avez pas la possibilité de déployer vos applications, ce que vous pouviez faire avant la raréfaction des adresses IPv4 sur les équipements fixes. Donc il faut le modèle du réseau stupide Internet où tout le monde a son adresse et tout le monde parle avec tout le monde, il faut pouvoir techniquement le transposer aux 3 milliards de personnes qui vont utiliser les technologies mobiles, sinon on aura une capture de la valeur d'Internet par les quelques acteurs qui filtreront ces réseaux. Et donc aussi encourager la forfaitisation du coût d'accès, hein. C'est ce qui a permis la micro-création de valeur ajoutée. Si vous payez 1 € la minute pour vous connecter à Internet, vous n'allez pas changer 3 fautes d'accent dans la Wikipédia, vous n'allez pas rajouter une phrase, vous n'allez pas rajouter un paragraphe, ça coûtera trop cher. Vous devez donc avoir un accès à coût zéro, forfaitaire, pour vous permettre de gérer votre temps et donc votre production de valeur comme vous le souhaitez. Promouvoir l'utilisation des technologies pair à pair, ça c'est très important parce que justement le fait par les effets de réseau, aller chez YouTube, aller chez Google, ça fait des points de congestion qui foutent en l'air le réseau. Internet n'a pas été pensé pour ça. Alors que si vous avez des technologies pair à pair, vous n'aurez pas votre information d'une plateforme centralisée qui sera sur un réseau particulier qui vous embêtera avec des accords de peering. Tout le monde communiquera avec tout le monde. Donc ça va être une solution au problème de congestion inter-réseau et même intra-réseau entre les usagers. Ce qui est très important aussi, mais on en a discuté un peu ce matin, donc là j'en parlerai par rapport à l'expérience à Kinetic si je suis interrogé là-dessus, créer des structures régionales de soutien à l'innovation numérique. Chercher les innovateurs, les agriculteurs, on en a parlé ce matin. Nous, il y a un type qui veut faire de l'élevage de champignons en plein champ. Et ben, on met des réseaux de capteurs. Bernard, non, c'était pas Bernard, c'était qui avait parlé des réseaux de capteurs C'était Yves qui en avait parlé. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qu'on est aussi en train de faire en Aquitaine. Oups, tout se casse la gueule. Et donc, le point important dans le financement de l'innovation, c'est réellement le soutien de développement, non pas de donner de l'argent à des outils fermés, hein, ça c'est une gabegie d'argent public, on en a parlé hier, pas plus tard qu'hier, c'est soutenir le développement non pas de produits mais de plateformes, et de plateformes ouvertes pour que l'argent public puisse bénéficier à tous. Donc favoriser non pas même l'innovation ouverte mais l'innovation libre, et d'une certaine façon se détacher d'une vision colbertiste de l'innovation où on finance le grand champion national, ou du moins on espère qu'il va l'être, et il va se vautrer lamentablement parce que sans usagers, sans le market push, à mon avis, au jour d'aujourd'hui, on n'aura rien. Et je termine, excusez-moi, j'ai été très bavard. Il y a plein d'applications stratégiques, et là je rejoins Daniel, finalement on sait lesquelles. Des réseaux sociaux dédiés, mais interopérables, c'est-à-dire en pair à pair. Il faut aller voir du côté de Diaspora, un réseau social qui ne centralise pas l'information, mais qui laisse l'information sur les sites des personnes pour éventuellement pouvoir interagir avec plusieurs réseaux, être dans plusieurs communautés sans avoir besoin de se réinscrire, de retaper, de refaire 12 000 choses. Des bibliothèques réutilisables qui permettent l'accessibilité. On pense en particulier à tout ce qui est, je le marque derrière, la traduction. La reconnaissance vocale dans les langues régionales, clairement on peut créer une plateforme et mettre en place des systèmes à pair à pair. On ne veut pas un Siri, on ne veut pas quelque chose qui soit un système centralisé en langue anglaise. On veut des outils, dans le cadre de projets de recherche, qui permettent ensuite de localiser dans toutes les langues avec un effort, mais qui doit être public ici, parce que clairement, tu le disais Daniel, mais Google c'est un acteur privé, c'est normal qu'il n'ait pas besoin d'aider le monde, il ne veut pas aider le monde, il veut faire de la thune, c'est une régie publicitaire. Si on veut avoir une solution d'ordre public, il faut que ce soit un pilotage public, à mon sens, globalement, de ce qui revient sur le bien public qui est Internet, de la question du bien public, de la recherche d'une information pertinente sur Internet. Et donc, il y a un travail très intéressant que j'ai découvert lors des rencontres mondiales du libre. C'est un Indien qui s'appelle Dinesh, qui fait un truc dans janastu.org, où il fait des bibliothèques de traduction et de renarration de pages web, où on annote des pages web pour les traduire dans d'autres langues, et pour raconter le récit dans une autre langue. Et ils ont traduit, par exemple, la loi sur les travailleurs et les employés de maison. Ils l'ont traduit sous forme graphique. Tout ça justement pour donner aux gens des informations sur leurs droits, donc rencontrez-le éventuellement, c'est quelqu'un de très très bien. Et j'en ai fini, je suis affreusement bavard. Mais alors, un bavardage absolument intéressant et fascinant. Merci François. Je vais donner tout de suite la parole à Bernard, comme ça on va pouvoir poser plein de questions. J'espère que vous serez tous prêts. Après. Merci Bernard. Merci à vous, merci à mes deux prédécesseurs au micro qui étaient particulièrement éloquents sur des sujets importants.
Je tenais à vous parler aujourd'hui effectivement d'un point qui a été abordé à plusieurs reprises justement dans les entretiens précédents. C'est le rôle de la mutation mobile par rapport à la diversité et par rapport à l'accès de tous. Parce que pour moi, diversité s'entend évidemment, comme vous l'aviez dit, en termes de diversité linguistique, mais aussi en termes de diversité sociologique. Or, ça a été dit aussi par mon voisin de gauche, la particularité du prochain milliard de personnes connectées, c'est qu'elles ne seront pas les mêmes que les deux premiers, enfin que les 2,5 premiers, puisqu'on est à 2,5 milliards maintenant pratiquement. Et donc, on doit prendre en compte les évolutions qui viennent de se produire. J'aimerais revenir sur les 5 années qui viennent de s'écouler. Monsieur a fait un historique complet de l'Internet. Moi, je voudrais revenir sur la période que nous vivons. Dans la période que nous vivons, nous avons vu en 5 ans une chose qui était quasiment de la science-fiction auparavant, l'Internet mobile, devenir le mode d'accès prioritaire de l'essentiel des utilisateurs de l'Internet. Pour avoir travaillé dans ces domaines il y a 10 ans, quand existait une chose qui s'appelait Windows Mobile, et lorsque je parlais du fait que la puissance publique devrait avoir des portails d'informations et de services sur mobile à destination des citoyens, que ces portails seraient géolocalisés, que ces portails donneraient des informations au cours de la journée de l'utilisateur et non pas de façon fractionnée comme on utilise un ordinateur, à l'époque on me prenait littéralement pour un fou. Il s'est trouvé que la bascule s'est produite à partir du moment où sont nées les interfaces tactiles, iOS, Android, maintenant Windows, on verra s'il y en a d'autres. Mais fondamentalement, je pense que nous devons nous poser des questions sur cette révolution-là. Pourquoi s'est-elle produite ? Et comme je parle à des gens qui sont des acteurs, pour certains même des pionniers de l'Internet et des technologies, je dirais que c'est un échec de la sphère technologique qui a conduit à ce succès-là. Oui, parce qu'en fait, on a trop concentré, et je suis pleinement d'accord avec ce que disait François tout à l'heure, l'intelligence du réseau doit rester dans les mains de l'utilisateur. Parce que quand on dit dans les franges du réseau, in the edges, comme on dit en mauvais français, dans les franges du réseau, ça veut dire pas simplement dans les machines qui sont connectées en bout de chaîne, mais bien dans les utilisateurs eux-mêmes. Je dirais que ce mouvement est contrarié à l'heure actuelle par une chose qui s'appelle le cloud computing. Aussi. Qui est une centralisation massive des informations, des capacités de calcul, des services et donc peut-être de la valeur. Donc ça c'est un point. Deuxième point, nous avons trop, nous amateurs et professionnels des technologies, nous avons trop eu confiance dans ce discours qui était un discours prométhéen qui disait ces technologies vont se répandre dans la société. Eh bien non. Eh bien non. Ma mission au sein du ministère de la Recherche et du ministère de l'économie numérique, c'est justement d'essayer de développer l'Internet vers des publics qui ne l'utilisent pas. Or, vous le savez pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion effectivement d'étudier les statistiques dans ce domaine, le mobile a permis de connecter des gens qui ne s'étaient jamais connectés autrement. Tout simplement, pas pour des raisons de prix. Il y a une partie de la réponse qui joue dans le prix, mais ce n'est pas, en particulier pour les pays du Sud, ce n'est pas l'essentiel de la réponse. L'essentiel de la réponse, c'est qu'on a eu des objets technologiques qui étaient beaucoup plus accessibles, qui ne nécessitaient pas, je dirais pas, qui n'en nécessitaient pas du tout de formation, c'est pas vrai. Il faut une formation malgré tout, et il faut un accompagnement, et nous sommes, nous, très soucieux de cet accompagnement sur l'ensemble du territoire français et les territoires d'outre-mer, mais la particularité, c'est que ce sont des systèmes qui pardonnent à une personne de ne pas avoir approché d'ordinateur pendant sa vie professionnelle, en particulier pour les seniors. Nous avons fait une étude avec le CNRS sur l'usage des technologies mobiles parmi les seniors, et on voit qu'une bonne partie des seniors qui n'ont pas touché un ordinateur durant leur vie professionnelle ne pourront jamais utiliser un ordinateur à leur retraite. Et donc, je donne juste une statistique par rapport à ça. Globalement, on a à peu près entre 80 et 85% des gens qui peuvent globalement utiliser un ordinateur, en ayant évidemment des dispositifs d'accompagnement, etc., sachant que les 15% ou 20% restants sont des gens qui ne pourront jamais, pour des raisons d'analphabétisme, pour des raisons donc d'illettrisme, d'analphabétisme, pour des raisons cognitives, ne pourront pas utiliser l'interface complexe que sont menus, icônes, souris, qu'on appelle dans notre jargon l'interface GUI, Graphic User Interface. Le clicodrome. Eh bien, il se trouve que cette notion-là, nous sommes trop peu
à l'admettre. Nous sommes trop peu à admettre que et je précise que je suis et monsieur pourra témoigner, un partisan historique des solutions libres, même si j'utilise évidemment aussi des outils propriétaires, je ne suis pas radical dans ma pratique, mais je considère que la liberté du code, la liberté d'accès et de modification du code ne suffit pas. Je dirais même mieux, au titre de cette démocratie du code, parce qu'évidemment avoir accès au code, au format, aux données, c'est une chose essentielle à la transparence démocratique de nos sociétés, mais au titre de cette démocratie-là, on en a oublié une autre, que j'appelle le syndrome de Socrate. Pas Socrate le philosophe, qui ne voulait pas de la technologie écrite parce qu'il jugeait que ça allait faire perdre l'art oratoire dans la société grecque, mais Socrate, la borne de la SNCF, qui est une catastrophe ergonomique, conçue par des ingénieurs pour des ingénieurs, et que Madame Dupont-Martin ne peut absolument pas utiliser. J'en ai une bonne par rapport à ça. J'arrive. Donc je maintiens que là-dessus, nous avons péché par une forme de technocentrisme, c'est-à-dire que nous avons pensé que la communauté des technologies résumait la société. Elle ne la résume pas. Il est une part importante de la société qui n'est pas couverte par la communauté des technologies parce que la communauté des technologies n'a pas souhaité, et en particulier en France, ce n'est pas vrai dans tous les pays, n'a pas souhaité converser avec d'autres parts de la société, et en particulier, je dirais, sa partie artistique, sa partie de design, de conception des objets et des interfaces. Et c'est à cause de cela, par ce refus de dialogue, parce qu'il est beaucoup plus facile de coder en réseau pour une communauté linuxienne que de se mettre autour d'une table avec un designer pour dessiner une nouvelle interface. Or, à l'heure actuelle, ce qui crée la valeur, et nous le voyons, c'est l'ergonomie, la simplicité d'accès. Si nous ne cessons pas ce conflit entre l'ouverture du code et des solutions propriétaires, mais qu'ont-elles de particulier les solutions propriétaires, en particulier puisqu'on parle d'Apple, évidemment, c'est qu'elles sont extraordinairement ergonomiques. Elles font l'objet d'un design où c'est un designer, c'est-à-dire un homme qui conçoit des objets physiques, qui dit aux ingénieurs ce qu'il veut ou ne veut pas. Ceci en France ne se passe quasiment jamais. Et je dirais pas qu'en France d'ailleurs. Mais globalement, il faut avoir en tête qu'il faut réconcilier ces deux aspects-là de la société numérique d'aujourd'hui. Parce que sinon, nous lamenterons devant la puissance d'un Google, d'un Apple, d'un Facebook, d'un Amazon ou d'autres, mais nous ne créerons rien en regard de cela. Et je considère que là-dessus, il y a eu une forme de confiscation du pouvoir par la sphère technique, avec des idéaux que je partage, mais qui ne sont pas suffisants. Et donc, le problème, c'est que quand la sphère technique, quand les geeks se retrouvent entre eux, ils parlent geek. Nous ne devons pas parler geek, nous devons parler aux citoyens. Alors, je terminerai là-dessus en disant que l'autre partie, l'autre versant, qui est une chance, je dirais, pour la diversité linguistique, potentiellement, c'est que les mobiles ont changé la donne. C'est-à-dire qu'auparavant, monsieur, vous le disiez très bien, l'essentiel de l'Internet, ça reste du texte. La particularité des changements qui sont en cours fait que maintenant, l'essentiel de l'Internet va tourner autour de la notion de localisation et de contexte. Ce n'est plus le texte, c'est le contexte. Et la particularité, c'est que les services qui se créent aujourd'hui sont des services qui prennent en compte le contexte d'utilisation, à partir d'un outil fondamental qui, lui aussi, est trop souvent capturé par un tout petit nombre d'acteurs, qui sont l'outil cartographique, les systèmes d'information géographique qu'on appelle maintenant donc les outils de géolocalisation. Ces outils-là ont la particularité d'être, entre guillemets, polythéistes ou polylinguistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés quelle que soit la langue, puisqu'ils reposent normalement sur des données numériques, c'est-à-dire les données de géolocalisation. Ce n'est pas tout à fait vrai quand on rentre dans le détail des systèmes d'information géographique qui sont malheureusement très souvent conçus dans une langue avec des références et des informations dans une langue, mais la particularité, c'est qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui. Et nous-mêmes qui finançons, nous avons financé presque 300 sociétés différentes dans le domaine des services mobiles en France. On voit une chose, c'est qu'il est beaucoup plus facile de créer un service, d'une part économiquement, sur mobile, ça coûte moins cher que de créer un service web traditionnel, et d'autre part,
il est beaucoup plus facile de le traduire parce que le système prend en compte une partie, en particulier pour des services liés à la géolocalisation, prend en compte déjà préalablement la langue de l'utilisateur, et par la suite, les informations qu'on surajoute, les strates d'informations qu'on surajoute, sont moins coûteuses à traduire que la totalité du système si on devait le faire. Et donc globalement, on a un seuil économique pour les services mobiles potentiellement, qu'il s'agisse d'applications natives ou d'HTML5, peu importe. Fondamentalement, on a un seuil économique qui est plus bas, et donc qui pourrait potentiellement, participer à aider des acteurs qui n'étaient pas en mesure de créer des services à créer et à diffuser des services sur Internet. Je terminerai là-dessus en disant que, et ça a été mentionné là encore, la transition que nous vivons est une transition très très rapide, mais certainement très brève pour le futur. Je m'explique. Nous avons connu un Internet des machines, jusqu'à il y a quelques années, où l'essentiel des informations était issu d'ordinateurs, et pour être précis, de personnes sur des ordinateurs. L'essentiel des données étaient des données humaines. Dans un temps pas très lointain, et on a parlé tout à l'heure du terme réseau de capteurs, dans un temps pas très lointain, l'essentiel des informations seront issues de capteurs, présents dans notre environnement, présents dans l'ensemble des objets que nous portons. Je précise qu'aujourd'hui, dans cette machine-là, 15% de la valeur réside dans les capteurs. Et à mon grand plaisir, avec une société française à la clé pour le faire. ST Micro, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc particulièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les capteurs sont, au sens littéral du terme, dans la main des citoyens. À l'avenir, ils vont se déployer autour des citoyens, dans les objets médicaux, dans des objets de contrôle environnementaux, dans des objets de maîtrise de l'énergie, et alors, dans les citoyens après, c'est autre chose, c'est la convergence nano-bio-info. Mais pour l'instant, on voit venir effectivement ce moment où les capteurs constitueront l'essentiel de la charge, d'une part de transmission du réseau et du volume d'informations dans le réseau. Et il faut avoir en tête que là encore se poseront des questions en termes d'accès, en termes de diversité, s'il est possible, et évidemment il faudra y veiller pour que ces outils-là ne soient pas exclusifs des populations qui peuvent avoir accès au réseau, mais fondamentalement, ce à quoi je voulais en venir, c'est que le terminal mobile, qu'il s'agisse de la tablette ou du smartphone, est amené pour moi à disparaître. C'est-à-dire qu'il va se fondre dans l'environnement. Nous aurons de multiples écrans, depuis la liseuse pour le texte, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui encore lire un texte long. Vous ne lirez pas guerre épée sur une tablette, c'est franchement difficile. Depuis la liseuse, en passant par toutes les informations sur notre environnement qui pourront être démultipliées sur des écrans très nombreux, voire concentrées dans un outil qui serait un outil de type lunette en réalité augmentée, comme Google est en train d'essayer d'y travailler. Et donc fondamentalement, il faut avoir en tête que dans le temps qui vient, les gens que nous devrons accompagner, où qu'ils soient, et en particulier les personnes défavorisées qui utiliseront des terminaux mobiles. J'ai oublié tout à l'heure de dire qu'aux États-Unis, par exemple, toutes les études montrent que les Afro- et les Latino-Américains se sont massivement connectés grâce au mobile. Et en France, l'ANSA, l'Agence pour les solidarités, a montré qu'il en était pratiquement de même pour les populations aux plus faibles revenus. Donc fondamentalement, je crois qu'il nous faut, nous, acteurs des technologies, d'abord accepter, comme je vous le disais, cette coopération et cette conciliation avec l'univers de la conception et du design. Excusez-moi d'utiliser un mot anglais pour le dire, mais je pense qu'il n'en existe pas qui disent la même chose. Et cette conception et ce design, ce sont des éléments démocratiques. Parce qu'un système qui est complexe, même s'il existe, n'est pas utilisable. Et quand il n'est pas utilisable, c'est comme s'il n'existait pas. Et ça, c'est une notion qui est difficile à faire comprendre. Parce que vous pouvez avoir une ressource sur Internet qui existe, si elle est mal indexée, monsieur l'a dit, si elle est mal conçue, si elle n'est pas ergonomique dans son accès, c'est comme si elle n'existait pas. À la différence d'un livre, on vous donne un pavé de 500 pages. On vous dit, il y a un paragraphe qui vous concerne dans ce pavé. Vous prendrez le temps, même si c'est pénible, vous le trouverez. Sur un site web d'une grande administration, d'un grand ministère, vous avez une page concernant effectivement des démarches sociales pour une personne. Si la page est totalement perdue dans une architecture de liens que personne ne comprend, eh bien tout simplement, vous ne le trouverez jamais. Et donc, en termes démocratiques, c'est comme si vous aviez manqué à votre devoir
de rendre disponible un service ou une action auprès d'un citoyen. Et donc, vous voyez, je crois que l'ergonomie, comme principe démocratique, est une chose qui n'est pas encore reconnue par la communauté des technologies. Je fais partie de ceux qui essayent de faire en sorte que, au travers en particulier des services mobiles qu'on a développés, j'ai oublié de le citer dans le cadre de notre portail de services mobiles qui s'appelle Proxima Mobile, bientôt au travers des objets et des applications liées à la maîtrise de l'énergie, ça s'appellera Proxima Énergie, et aussi autour des télévisions connectées qui sont le prochain outil qui va se connecter massivement aux terminaux mobiles, et avec des services qui vont être créés en lien entre les télévisions et les services mobiles. Typiquement, nous souhaitons à chaque fois être en mesure de faire passer ce principe d'ergonomie au-dessus de tous les autres. Parce qu'un service peut être utile, mais s'il est inutilisable par la moitié des gens, il est inutile. Et donc je vous invite, pour tous ceux d'entre vous que la chose intéresse, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des suggestions de services. Nous développons d'ailleurs aussi maintenant, et j'ai grand plaisir à l'annoncer, le portail Proxima Mobile en Tunisie, à la demande du gouvernement tunisien qui a demandé à ce que soit créé un portail équivalent pour les citoyens tunisiens. Et nous sommes en pourparlers avec le gouvernement brésilien. Donc nous avons plaisir à étendre l'expérience Proxima au-delà de l'Hexagone, ou au-delà de notre territoire, hein, y compris ultramarin, et faire en sorte effectivement que ces notions pénètrent aussi bien l'administration que les petites entreprises qui créent des services pour l'ensemble des citoyens, et avec la volonté évidemment de créer des services européens, mais aussi des services en direction du Sud et de la zone francophone, sachant que là encore, dans le domaine de l'accompagnement des soins, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la protection environnementale, enfin au sens large, ces préoccupations des services mobiles toucheront de plein droit l'ensemble des pays du Sud. Merci à vous tous. Merci infiniment, Bernard. Je crois qu'on va avoir pas mal de temps pour la discussion, c'est très bien. Et en ma prérogative de chair, je vais, oui, En français. de présidente de séance, Pardon. je vais poser la première question. J'étais juste en train de penser pendant que Bernard parlait. Je voyais justement donc tous ces outils et je vois tout ce qu'on a comme applicatif sur ceux-là, sur les tablettes et tout le reste. Et plus j'y pense et plus je me dis, est-ce qu'on va vers disons, le réapprentissage de ceci à travers les hiéroglyphes? Parce que quand je regarde tout ça, moi, tous ces petits icônes sur lesquels je dois toucher pour que quelque chose se passe, j'en arrive à me dire, voilà, c'est cette langue-là, c'est vers celle-là qu'on tend ou pas? C'est peut-être une des... Je laisserai sans doute mon voisin répondre plus complètement, mais je pense que oui. Et je dirais que la particularité, et on le voit même pour avoir étudié la question auprès des très très jeunes enfants, on voit que la capacité d'appropriation chez des enfants de 1 an et demi, c'est extraordinaire. Et donc le fait de comprendre que cette logique iconique, parce qu'on pensait utiliser des icônes, mais en fait nous n'utilisions pas d'icônes, on utilise des menus, l'icône n'étant sur un ordinateur que vraiment le tout premier stade. Et il se trouve que la réappropriation du service par le biais d'une icône qui permet d'accéder directement à une information et non pas de passer par un tunnel d'interaction longue, ça c'est une révolution. Est-ce que pour autant, c'est un vrai débat actuellement, ça va modifier notre perception cognitive du monde? Est-ce que Google modifie notre cerveau? Paraît-il oui. Paraît-il oui. Est-ce que Wikipédia modifie le cerveau des étudiants? Paraît-il oui. Etc. etc. Donc fondamentalement, la question c'est faire en sorte, je vais en revenir à une préoccupation esthétique, faire en sorte que ces icônes, que ce langage, parce qu'il y a une grammaire gestuelle qu'on a acquise avec des mouvements qu'on ne connaissait pas, de zoom, des zooms, etc. Mais il y a aussi un langage visuel, que ce langage visuel soit beau, qu'il soit accessible et qu'il donne effectivement envie, puisque nous créons un univers dans lequel nous passons beaucoup de temps, nous tous, dans notre journée. Il faut que cet univers soit accueillant pour ceux qui ne le connaissent pas. Or, je maintiens qu'un ordinateur
et Dieu sait que nous en sommes tous utilisateurs assidus, ce n'est pas un univers accueillant. Désolé. Désolé, François. Merci Werner. Question? Oui, oui, bien sûr. Bien... Oui, je seconde tout à fait ce qu'a dit Bernard. Déjà, le smiley, en fait, quand on a codé sur quelques caractères 2 points tirés parenthèse fermante, finalement, on a réinventé les idéogrammes. Alors qu'on avait une langue alphabétique, on a réintroduit les emoticons, les icônes qui disent des émotions, ce sont des idéogrammes. Et donc, on a conçu petit à petit une langue idéographique pour suppléer au départ la pauvreté du canal de communication qu'on avait, qui était simplement les caractères typographiques, en créant des glyphes, c'est-à-dire en assemblant, un peu comme dans les langues asiatiques, on crée des idéogrammes en assemblant des clés. Et là, c'est yeux, nez, bouche, ben, ça fait visage. Et l'autre point, pour revenir aussi sur ce que tu dis, si vous ne l'avez pas déjà vu, mais ça a dû tourner sur le web, il y a eu les expériences de Pranav Misty sur Sixth Sense. Sixth Sense, c'est le fait qu'on embarque soi-même une caméra, et quand on fait ça, on prend une photo. Alors interface sur la main, mais il y a d'autres gens qui travaillent. Alors en désossant des Kinect, oui, on a quelqu'un à Bordeaux qui travaille maintenant sur les aveugles et les malvoyants, en désossant de la Kinect pour faire de la détection de collision, en embarquant les Kinect sur les cannes blanches. Enfin, il y a des tas. Là encore, la technologie, voilà, l'utilisation de la technologie, elle est massive. Mais tout ça pour revenir sur la gestuelle, sur le fait que non seulement on a des gestes sur l'objet, mais on va avoir maintenant des gestes dans l'espace, exactement un peu comme les personnes sourdes signent en décrivant l'espace. Elles signent une personne qui parle à gauche, elles signent une personne qui parle à droite. On va être dans notre sphère avec nos bras, avec une extension de notre corps, donc des capteurs éventuellement à bord, parce que pour le moment Sixth Sense c'est des dés à coudre qu'on met sur les doigts. Il en faut 4 de 4 couleurs, maintenant on peut s'en passer, mais les capteurs on va les avoir dans la peau pour pouvoir avoir quelque chose de... ça fait partie des options technologiques. Je ne reparlerai pas du silence des puces, voilà. Sujet au niveau européen. Tout à fait. Non mais tout ça, il y a des questions importantes. Tout à fait. Mais tout ça pour indiquer qu'effectivement, la corporalité finalement est revenue. Alors qu'on s'est trouvé pendant longtemps courbé face au clavier, on se trouve maintenant à danser devant la machine pour pouvoir interagir avec d'autres humains. Ce n'est que mieux. La posture. Danse avec les ordinateurs. Absolument. La posture autiste de l'ordinateur. Parce que quand on est sur un ordinateur, on ne fait pas autre chose. Tandis que le mobile, et maintenant plus ou moins la tablette, permet effectivement d'accompagner un geste ou une autre activité dans les transports, face à un questionnement dans un café. Ah tiens, mais on se pose la question, etc. Vérifions. C'est un geste social nouveau. Mais je pense que l'ordinateur, comme toutes les bonnes technologies, dirait un certain Mark Weiser, doit disparaître. Les meilleures technologies, disait Mark Weiser, sont celles qui deviennent indiscernables de la réalité. Et je pense que l'ordinateur était trop présent en tant qu'objet totémique, enfin peu importe comme disent les sociologues, mais il était trop visible. Et quelque part, on a donné trop de pouvoir à ceux qui faisaient les chamans, qui faisaient effectivement ce qu'il y avait dedans. Moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait sera ce qu'on en fait dans notre univers quotidien. Et je préciserai effectivement que là encore, monsieur tout à l'heure parlait d'une invention importante qui sont les systèmes de traduction en temps réel. Le premier opérateur japonais vient de mettre en place un système de traduction temps réel auprès de ses abonnés lorsqu'ils ont une conversation téléphonique. Et à terme, ça sera comment s'appelle-t-il ? Il y a un traducteur universel dans Star Trek où les gens ont sur eux une espèce de toute petite broche qui permet de traduire ce que l'autre est en train de dire. Ça apparaissait vraiment comme de la science-fiction il n'y a pas longtemps, c'est sur le point d'arriver. De même que le tricorder de Spock, vous savez, l'appareil pour faire le diagnostic médical, ça fait l'objet d'un concours maintenant de la Fondation X-Prize aux États-Unis, et on a une société fondée par un Européen qui s'appelle Scanadu, qui est en train de développer ces outils qui permettront de faire du diagnostic à domicile. Et donc je pense que là-dessus, c'est pour ça, je disais, on n'en est qu'au tout début. Oui, je voudrais prendre mon rôle de provocateur. L'ergonomie, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça fait des années que je le dis, y compris la provocation vers les gens du libre, à qui j'ai dit depuis des années.
vous êtes à côté de la plaque sur le plan ergonomique et à cause de ça, vous perdez le combat. Ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, la démocratisation par le mobile, on rentre dans le mythe. Pour moi, c'est le même mythe que celui du natif digital. Les professeurs ont renoncé à leur rôle en disant on est tout petit devant les natifs digitaux qui sont numériques en français, qui sont capables de maîtriser des outils qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce que maîtrisent ces enfants? L'interface et seulement l'interface. Par contre, tout ce qui est transformation de l'information en connaissance, le rôle des professeurs devient énorme et il n'est pas pris. J'en viens à une chose. Si on était capable, malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui, d'aller plus loin que le mot connecté, 3 milliards de personnes sont connectées. Mais connectées comment? Si on était capable de regarder les usages, on découvrirait facilement que le 1,5 milliard connecté seulement par mobile a des usages minuscules. Est-ce que c'est démocratique de donner à des gens un Internet du pauvre? Et aujourd'hui, l'utilisation du mobile, c'est l'Internet du pauvre. Et ça rejoint, c'est l'interface seulement, et derrière l'interface, regardez leurs usages. Les usages ne sont pas là. On en vient au thème de l'alphabétisation numérique, qui reste le thème le plus important et qui est toujours caché, aujourd'hui caché derrière les interfaces. Bon, alors là... Mais, merci Daniel. Oh, Bernard. Non. On va faire Pierre d'abord, ensuite Koudia, et puis on revient à Bernard. Merci bien. Et, pas vraiment de questions, juste 2 ou 3 trucs que j'ai notés. Je crois que ce matin, nous avions démarré et une impression qui semblait se dessiner, c'était l'impression d'une sorte d'échec. D'échec des professionnels qui n'ont pas su communiquer avec les politiques. Et le développement de Bernard, c'est bien Bernard, voilà, je crois que nous ramène un peu à cela. Et lui met l'accent justement sur les usages. Il met l'accent beaucoup plus sur l'utilisateur. Et je trouve que ça se complète quelque part. C'est vrai, je pense qu'il titille, n'est-ce pas, lorsqu'il parle d'échec. Mais moi, je pense qu'il faut mettre tout ceci en perspective. Les informaticiens, justement, n'avaient pas appris à se mettre nécessairement à la place de l'utilisateur. Ils sont vraiment dans une phase de réapprentissage. Maintenant, je voudrais quand même démarrer par le côté Internet comme bien public. François, et demander si, puisque nous sommes ici un peu dans le cas quand même d'une concertation francophone, et depuis ce matin, je me disais, moi, il faut arrêter avec les recommandations pour recommandations. Et si possible, aller vers des actions concrètes. Et donc, dans tout ce qui a été dit là, j'ai vu par exemple des recommandations du genre par la loi, c'est-à-dire mettre la loi, n'est-ce pas, au niveau, pour avoir en parlé de la loi sur le droit de la personne à l'information. Je ne sais pas ce que fait la francophonie de ce côté-là. J'ai dit ce matin, vous parcourez les pays d'Afrique francophone, ça n'existe pas ce genre de choses. Et je vois en regard les pays anglophones, oui, très vite, ils mettent ce genre de choses en place. Donc, c'est des outils dont on a besoin. Et il me semble que si on doit vraiment appuyer ces pays-là, ce sont des aspects qu'on doit pouvoir commencer à ressortir. Laisser les pays en disant occupez-vous de ces aspects-là vous-même, je pense que ça n'a pas servi à ces pays-là. Deuxième chose, j'ai bien apprécié un certain nombre de choses dont a parlé Bernard, notamment je crois qu'il faut qu'on aille vers une autre dimension des choses. Ce matin, je disais qu'il y a des gens qui créent dans le Sud. Il y a des gens qui créent parce qu'ils sont collés à la réalité locale. Et on a donné l'exemple du M-Pesa qui surprend tout le monde. Il y a beaucoup d'autres initiatives, parce que moi, j'essaye de suivre cette affaire-là. Alors, la grande question que je me pose, c'est comment faire coïncider ces gens qui sont prêts à travailler sur des applications qui correspondent aux besoins du Sud avec les possibilités que l'on a au Nord. Je pense à tous ces e-labs qu'on a au Nord, dans lesquels on fait des choses formidables et qui peuvent justement
aider la jeunesse, ne serait-ce qu'africaine que je connais bien. Ils seront 65% de la population africaine. Ils n'ont pas d'emploi, mais ils débordent d'énergie, n'est-ce pas? Je me dis, comment est-ce que dans le cadre d'une sorte de, c'est ce qu'on appelle ça, solidarité rénovée, je ne sais pas, comment aller vers cette dimension-là et arrêter avec le truc traditionnel d'envoyer de l'argent dans un projet dans les pays. Et 2 à 3 ans, ça s'arrête. Mais d'investir dans une autre dimension, je me dis, moi, ça va vraiment aider finalement tout le monde, aussi bien le Nord que le Sud. Voilà à peu près les réflexions que j'ai. Bon, j'avais une question sur l'interopérabilité pour toi, mais on va le traiter après parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Merci Pierre. Koudia? Merci tous les différents panélistes par rapport aux différentes interventions, mais mon coup de cœur, c'est plutôt par rapport à l'approche qu'il y a en termes de nouvelle approche par rapport à cette accessibilité d'outils technologiques qui peut être l'Internet et autres. Et c'est pour ça que je suis plus ou moins d'accord avec Bernard quand il dit, je prends l'exemple, ma fille de 1 an et demi, c'est le iPad, je ne l'utilise plus. Quand elle prend le journal, au lieu de lire, elle fait ça maintenant. Elle a 3 ans actuellement. Elle fait ça. Donc, voilà. Donc, c'est une façon de dire que on va vers une mutation technologie qui va être très rapide. Et je pense que, en parlant d'échecs, comme on a dit ce matin, pourquoi ça n'a pas marché, nos mobiles actuellement, la pénétration est extraordinaire dans nos pays. Et il faudrait qu'on arrive à adapter ces outils donc, aux besoins réels des différents usagers. Et c'est là où je tends un peu la perche en disant, essayons de voir dans nos pays, essayons de travailler, puisqu'on n'arrive pas à déclencher l'impulsion, le déclic au niveau des gouvernements avec les collectivités locales. Et voir comment développer des services. Et je pense que ce serait intéressant de partager les expériences françaises et voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de développement de services à valeur ajoutée, mais en travaillant directement avec les collectivités locales. Merci Koudia. Bernard? Je vais tenter de répondre. Je vais revenir juste sur un point. Aujourd'hui, l'Internet mobile, pour des raisons techniques qu'a fort bien dites François, ce n'est pas encore le vrai Internet. Je pense qu'il relève de la loi de faire en sorte que ça le devienne. De la même manière, le propos que François a tenu sur la neutralité, non seulement je le signe, je l'endosse, je le contresigne, et je dis qu'il faut impérativement que la francophonie, en tant que francophonie, se fasse promoteur de la neutralité. Et je pense que ce n'est pas une hypothèse, c'est une nécessité ardente. Bon, donc ça c'est un point. Sur le fait de dire, aujourd'hui, on a un sous-Internet d'un point de vue technico-pratique. Non. Moi je considère que l'aboutissement ergonomique que constituent les terminaux mobiles, c'est une leçon, certains diraient une claque, donnée aux concepteurs des interfaces des ordinateurs. Je vous rappellerai qu'il y a un peu plus de 10 ans de cela, un homme très intelligent et très riche, est monté sur une tribune, a montré une tablette et a dit « ce sera l'avenir de l'informatique ». Cet homme s'appelait Bill Gates, sa tablette s'appelait le tablette PC, et ça n'a jamais décollé. Tout simplement parce que cet homme, pour reprendre les propos de feu Steve Jobs, n'avait absolument pas de goût. Ah, ça c'est le propos, je cite Steve Jobs. Basically, they have no taste. Donc, ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, je crois que, évidemment, qu'il peut y avoir des services qui ne sont que de la poudre aux yeux. Mais, fondamentalement, aujourd'hui, le mail, avec les interfaces vocales, l'ensemble de l'action et de la recherche, y compris justement avec les moteurs vocaux, mais au-delà, l'ensemble des services que nous pouvons attendre, y compris dans notre vie quotidienne, pourront et devront passer par ces terminaux mobiles. Est-ce que ça résume l'action? Est-ce qu'il ne faudra plus d'ordinateurs tels que nous les connaissons? Non. Il y aura toujours besoin pour des conceptions de haut niveau d'avoir des machines. Simplement, dans la vie quotidienne, de la même manière qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont des tablettes lisent les news, lisent l'actualité
davantage sur une tablette que sur un ordinateur, et je les comprends. Au départ, ils l'ont fait sur un mobile, mais maintenant, c'est plutôt sur la tablette. Je crois qu'on va avoir des actions fragmentées, mais que les services de création, y compris graphiques, y compris des services, pourquoi pas, de codage sur les interfaces tactiles, ça va commencer à exister. Je précise que des laboratoires de recherche très pointus travaillent à la simplification des outils du code, c'est-à-dire faire en sorte que monsieur et madame tout le monde puissent coder. Parce que là encore, transparence du code, oui, mais pour 3% de la population. Exactement. Et donc moi je crois que la vraie démocratie, c'est quand on aura des outils qui seront accessibles vraiment à tous et qui permettront vraiment à tous, comme la neutralité le suppose, de pouvoir créer des ressources et des services sur Internet. Pour l'instant, on est très loin d'être le cas. Je dirais que Tim Berners-Lee a dit que son échec historique par rapport au web, c'est ça. C'est qu'il a fait un outil qui est facile à consulter, mais qui est difficile à créer. Et donc, lui voulait qu'il soit aussi simple dans les deux versants. Or, là-dessus, le web sémantique n'a pas porté les promesses qu'il voulait par rapport à ça. Mais, de fait, il nous faut à tout prix aller vers une simplification pour que tout le monde puisse accéder, créer, partager. Et là-dessus, je ne dis pas qu'il y aura éradication de l'un par l'autre. Je dis qu'il y aura un complément, mais qui fait déjà qu'aujourd'hui, le temps passé aux États-Unis sur les mobiles a dépassé le temps passé sur les ordinateurs. Point. Au point qu'apparemment, dans Manhattan, il arrive d'avoir des réseaux complètement à terre parce que tout simplement, il y a trop d'utilisateurs sur iPhone. Pardon, vous pouvez mettre le... Oui, Daniel. Daniel? Je réagis brièvement. Je ne parlais pas d'un obstacle technique du tout. Moi, je parle de l'alphabétisation informationnelle. Je suis d'accord que la progression extraordinaire des interfaces grâce au monde des mobiles et maintenant permet que l'alphabétisation numérique soit beaucoup plus simple. Mais le problème de l'alphabétisation informationnelle reste entier. Entier. Et s'il n'y a pas cet accompagnement, d'accord, mais je termine ma phrase. Les populations socialement qui reçoivent ces outils, qui n'ont pas les ordinateurs mais reçoivent les mobiles, sont justement les populations qui ont le plus besoin de cette information. Souvent, ils sont mal alphabétisés, là je parle d'alphabet, souvent ils sont des lecteurs médiocres, donc ils ont un besoin encore plus grand que les autres. Et donc on a aujourd'hui un goût, je le vois dans les pays en développement, tous les jours, l'usage de 80% de ces personnes qui utilisent le mobile se limite à Facebook, MSN, et de moins en moins MSN, et c'est tout. Et quand on leur demande de rechercher une information, ils ne sont pas capables, ils confondent tout. Il y a un travail gigantesque d'alphabétisation informationnelle. Et simplifier l'interface ne va pas résoudre cela. La fracture numérique, disait l'extraordinaire sociologue Manuel Castells, n'est plus entre ceux qui ont accès et ceux qui n'ont plus accès, mais entre ceux qui ont un usage ludique ou vidéoludique de l'outil et ceux qui en retirent des bénéfices sociaux, culturels ou éducatifs. Et évidemment, le fait de penser, la pensée magique qui consiste à dire « donnez-leur des ordinateurs, ils vont s'éduquer tout seuls », ce n'est pas une pensée magique, c'est une pensée destructrice. Donc, c'est ça mon message. Nous sommes d'accord. Nous sommes tous d'accord sur ce sujet-là et je suis absolument ravie que justement les hiéroglyphes m'aient mené à ça. Parce que les icônes... Non mais c'était ça le fond de ma pensée depuis le départ sur justement l'apprentissage par les hiéroglyphes. J'aimerais répondre. Ici, on m'a interrogé et je n'ai oui. pas répondu. Ah d'accord, pardon François, vas-y. Voilà. Alors pour répondre aux multiples questions de Pierre. La première, sur le droit, je pense qu'effectivement, déjà la francophonie m'avait fait venir en 2005, c'était en Égypte, où il y avait un congrès sur le droit de l'Internet. Moi, je pense que clairement, au jour d'aujourd'hui, ces questions-là devraient être débattues avec des juristes de tous les pays de l'Afrique francophone. Et je pense que l'organisation d'un colloque sur justement ces questions-là, pas seulement la cybercriminalité. Quand j'étais là-bas en 2005, les questions, c'était ça. C'était réprimer ceci, faire cela. C'est-à-dire, c'est pas le droit sur Internet. C'est vraiment le droit d'Internet. Je crois qu'il va falloir recibler et créer un événement autour de cela pour que puisse se créer une harmonisation. On a la chance d'avoir un substrat juridique commun qui est le droit romain hérité de la France. Donc il ne devrait pas être trop difficile d'éviter des divergences là-dessus, pour peu qu'on fasse un travail d'éducation. Et donc peut-être qu'un événement important de la francophonie là-dessus pourrait être celui-ci. Sur la question des
Donc justement, pour passer sur les questions pratiques, tout ce que j'ai montré dans mes recommandations, c'est des choses qui sont en fait partiellement mises en place. Mis à part les outils magiques de la fin, où en fait l'intervention publique n'est pas encore totalement focalisée. Alors Daniel a bien montré comment une ONG peut s'allier avec des grands et récupérer de l'argent public, parce qu'il peut y en avoir quand le projet est sexy, pour autant qu'il passe les haies et les différentes fourches codines des comités de sélection. Mais on peut mobiliser des ressources de façon assez importante autour de ça. Mais sur tout ce que j'ai donné comme point, on a déjà des éléments de réponse. Bernard a parlé des aspects autour de la neutralité du net. Il n'y a qu'à regarder le travail considérable qui a été accompli par la Quadrature du net dans l'espace européen, auprès du Parlement, justement pour rejeter ACTA, pour, à travers l'amendement 138, défendre justement la liberté d'accès à Internet. Il y a des tas d'expériences que nous pouvons également partager, éventuellement dans le cadre de ce colloque, sur le travail citoyen autour du droit, autour de comment adapter le droit à l'ère numérique. Donc là encore, il y a un travail à la fois de codification législative à mener par des juristes professionnels, mais dans les moyens d'action, c'est-à-dire comment tordre le droit pour qu'il aille dans la bonne direction, on a un certain nombre d'activistes qui sont très bien formés à ça, qui maîtrisent parfaitement bien les dossiers juridiques et qui seraient, je pense, ravis de pouvoir échanger avec leurs collègues ou des homologues là-dessus. Sur la question pratique de l'arrivée des technologies dans les, j'allais dire au plus près des usagers, nous c'est ce qu'on a essayé de faire avec Akinetic en essayant de mettre en œuvre, j'allais dire de faire se rencontrer les usages et les technologues. Pour raconter brièvement ce que c'est qu'Akinetic, c'est que justement on avait identifié dans le secteur des technologies libres, c'est la communauté d'où je viens, donc je suis désolé, je suis déformé par elle, mais qu'il y avait les groupes d'utilisateurs Linux, les LUG, il y avait les entreprises, il y avait les instituts d'enseignement supérieur, il y avait les instituts de recherche, et il y avait les collectivités locales qui sont à la fois utilisatrices et surtout ont l'énorme levier dont elles ne comprennent pas la puissance d'être prescriptrices de technologie. Parce que comme tout le monde interagit avec son administration, quand l'administration prescrit, c'est un effet de levier fondamental sur l'adoption d'une technologie, pour autant qu'elle soit bonne. Et donc, le but d'Akinetic était de créer, et ça fonctionne, je l'espère, et de créer une agora dans laquelle tous ces individus peuvent se rencontrer. Et donc, quand il y a quelqu'un, un entrepreneur qui a un problème, eh ben, ça peut devenir un projet d'étudiant. Et là, on est dans ce dont tu parlais, la question des jumelages. Nous, on serait très intéressés. À l'ENSERM, on fait coder les étudiants à longueur d'année, et je ne supporte pas qu'ils fassent du code jetable. À chaque fois, je m'arrange, moi, pour les projets que je pose, que ce soit des projets libres et autres. Ils ont une association qui s'appelle Nord-Sud École, où ils construisent des classes au Sénégal. Je leur dis, c'est super sympa ce que vous faites, c'est super cool, mais vous êtes totalement inefficace. Vous avez été formés à plus de 10 000 € chacun l'année pour arriver à un niveau Bac plus 4 et ensuite Bac plus 5 d'ingénieur, et vous montez des parpaings comme un type qui a Bac moins 5. Mais utilisez votre puissance de travail si vous voulez faire de l'aide au développement pour bosser sur les projets dont tu parles. Donc je suis totalement partisan de ce genre d'initiative et de créer des espaces communs, des agoras. J'en parlais un peu dans les transparents, j'ai pas eu le temps de développer. Quand on parlait de réseau, de communauté, la co-construction de valeur par les communautés, ça veut dire justement qu'il faut que les idées rencontrent les personnes capables de les mettre en pratique. Et comme le dit Bernard, que ce soit les gens qui ont le dernier mot qui décident. Certains d'entre vous connaissent le travail d'Éric Seigne sur Abuledu. Abuledu, derrière, il y a Jean Peyratou que vous connaissez tous, mais il y en a d'autres qui sont des instituteurs et qui disent « ça j'aime pas » à la benne. Et c'est l'instituteur qui a le dernier mot sur le logiciel pédagogique. Donc, dans le libre, on n'est pas... Je pense que la rédemption est possible. Je ne suis pas un prêtre, je n'en vois pas, ni un imam, je n'envoie pas de fatwa, donc tout va bien. Donc, tout ça pour dire que par rapport à ça, et j'en terminerai là, je pense qu'on peut assez facilement mettre en pratique les différents points qui sont dans ma liste de Noël, parce que j'ai beau rester un grand gamin, je pense que je suis un peu réaliste. Merci François, et je suis absolument d'accord. Étienne maintenant, et puis ensuite Awa. Je disais à M. Pierre, au point du droit à l'accès à l'Internet, j'ai une proposition à faire. Dans mes recherches, j'ai essayé de regarder et je pense que la direction du
du numérique pourrait mener une action envers l'Assemblée parlementaire de la francophonie. J'ai essayé de regarder parce que à ce niveau-là, je ne vois pas qu'en leur sein, ils ont une commission TIC. Quelque chose pourrait être fait, par exemple, dans ce sens, au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Voilà, c'est la petite contribution que je voulais faire pour l'instant. Merci Étienne. Awa? En fait, moi, je pose ma question à Bernard, mais qui va dans le sens de Daniel. C'est ma préoccupation avec l'accès libre, l'ouverture, les réseaux sociaux, que les jeunes se jettent dans ce vaste océan. On ne sait pas ce qu'ils en font. Et là, il y a des problèmes de sécurité, d'éducation. C'est bien du côté qu'ils se jettent à l'eau, mais quand ils se jettent à l'eau, on a du mal à les récupérer. Là, je parle de l'exemple concret de mon fils. Quand je lui arrache tout, je me rends compte un soir avec son téléphone sous la couverture en train de chatter. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent plus se débarrasser de ces outils-là. Ça devient compliqué, ça devient compliqué. Il y a le côté bon, mais il y a des côtés à risque aussi qu'il faut qu'on y réfléchisse. Alors, Cela s'appelle de l'addiction? C'est reconnu comme tel maintenant, mais il faut être très clair. D'abord, l'addiction, c'est un phénomène, c'est une pathologie. C'est la rencontre, de la même manière que lorsque j'étais étudiant en médecine, il y a quelque temps de cela, on me disait que la drogue, c'était en fait la rencontre entre une molécule et une prédisposition. C'est validé. Oui, totalement, totalement. Et il se trouve qu'il y a des gens qui, toute leur vie durant, ne sauront pas qu'ils sont potentiellement des drogués. Parce qu'ils n'auront pas été au contact de la bonne molécule pour eux. Ou de la mauvaise. Donc, de fait, ça c'est un point. Mais je dirais que c'est un point heureusement limité en termes de proportion. En revanche, sur ce que vous dites sur les réseaux sociaux et l'usage, nous qui avons à nous préoccuper effectivement du contrôle et de la sécurité de l'Internet pour les enfants en France, puisque nous coordonnons le programme européen de protection Safer Internet, par définition, je dirais que le danger que vous tracez, c'est la difficulté que nous avons aujourd'hui à imposer aux fabricants ou aux concepteurs de systèmes d'exploitation mobile d'intégrer des solutions de contrôle parentaux dans les téléphones. Parce qu'il existe des systèmes de filtrage très mauvais. N'existe pas des systèmes comme il en existe sur les PC, où on peut effectivement verrouiller certains types de ressources pour un certain type de public ou un certain âge. Ceci devrait exister, nous en sommes, je dirais, aux négociations avec la Commission européenne là-dessus, pour qu'on ait un bras de levier autour, on va dire les choses clairement, Apple, Google, peut-être Facebook, à voir, qui vont certainement devenir des fournisseurs de services mobiles, et de plateformes mobiles, pas que de services, de plateformes. Donc fondamentalement, à l'heure actuelle, ils ne le veulent pas parce que ça veut dire une intervention sur les téléphones vendus aux particuliers. Ça veut dire personnaliser le téléphone, ce qui d'un point de vue industriel coûte très cher. Donc évidemment qu'ils ne le veulent pas. Mais je considère que le scandale qui arriverait en retour de dizaines de millions de personnes ayant eu dans leur famille des gens qui ont connu des prédateurs ou des choses de ce genre, c'est une chose qui coûte infiniment cher aussi. Donc à terme, je pense qu'ils finiront par y arriver, mais comme toujours, ils jouent la montre par rapport à ça. Mais c'est vrai que la tentation de l'immersion et effectivement la découverte de l'inconnu pour un enfant ou pour un adolescent, nous avons tous, je crois, été adolescents, nous avons tous connu cette tentation. Simplement, les dangers sont plus grands. Je dirais même plus, comme dirait quelqu'un. Je crois que cette tentation-là, elle est du côté des adultes aussi. J'en connais qui ne dorment pas sans leur téléphone portable ou leur tablette et qui ont carrément des syndromes de manque, exactement aujourd'hui. Donc, je crois que c'est vrai que... Et je crois qu'on va d'ailleurs verser dans la prochaine table ronde, au niveau, voilà, sur la sécurité et tout ce qui vient avec. Je vous remercie tous les trois. Ça a été absolument fantastique. Et je crois que tout le monde a plutôt bien participé et aimé. Nous avons des thèmes à développer beaucoup plus. Et je pense que Emmanuel aura pris note avec moi des agoras, surtout la démocratie du code. Ça, j'ai bien aimé. Oui.
Maintenant, de tout ce qui va, bien sûr, avec l'ergonomie et de rendre les choses, c'est vrai, un peu plus humaines, parce que tout simplement, on parlait ce matin des initiés de l'Internet, et c'est vrai que c'est le genre de choses, quand on ne le dit pas avec le langage de Monsieur Tout-le-Monde, Monsieur Tout-le-Monde ne se l'approprie pas non plus. Et je crois que c'est l'une des problématiques à sortir d'ici, qui est la plus importante, celle de véritablement rendre tout ce qu'on fait ici dans le domaine du commun des mortels. Merci à vous tous et puis à tout à l'heure. Voilà, que nous sommes absolument.